Bonsoir, bienvenue à Equinox Soir. Nommé par décret présidentiel le 15 mars 2017 et installé dans leurs fonctions le 27 avril de la même année par le Premier ministre Philémon Yan, les membres de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, dont les missions sont premièrement d'œuvrer à la promotion du bilinguisme, du multiculturalisme au Cameroun dans l'optique de maintenir la paix, deuxièmement, de consolider l'unité nationale du pays et de renforcer la volonté et la pratique quotidienne du vivre ensemble de ces populations. Il a donc fallu 16 mois à cette commission pour se faire véritablement entendre sur un terrain où personne ne l'attendait. Alors que le discours est de plus en plus à la limitation des postes de gaspillage, la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme va s'offrir dans les tout prochains jours 15 véhicules pour la rondelette somme de 700 millions de nos francs. Réduction du train de vie de l'État, Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, le mauvais exemple. Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Réduction du train de vie de l'État, Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, le mauvais exemple. Pour en parler, je suis avec Henri Nanda Fossi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de campagne du candidat Joshua aussi pour la présidentielle 2018. C'est exact. Comment en êtes-vous arrivé là? Moi, j'ai été choisi par le candidat pour diriger sa campagne. Okay. Donc, j'imagine qu'il a des critères qui lui sont propres. Qui lui sont propres et qui ont rencontré mon adhésion. C'est discrétionnaire déjà? C'est pour ça que je ne sais rien, mais en tout cas, s'il a certainement eu des critères, il a balancé ces critères-là, il a trouvé que je répondais à ces critères-là, tout simplement. Ok, merci. Bienvenue sur Equinox Soir. En face de vous, Ilan Zipa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller municipal dans la commune d'arrondissement de Douala-Premier. C'est exact. Parenté, mouvement progressiste. Non, militant du mouvement progressiste. Militant du mouvement progressiste. C'est voilà. Exact. Voilà. Et en face de vous, Abel Elimbi Lobert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller municipal dans le 5e arrondissement de Douala. Oui. C'est bien cela. Merci, oui, c'est cela. Okay. Sans apparentement. Oui. Non plus. Sans apparentement, c'est le présent. Okay. L'apparentement, c'était dans le passé. Ok. Et en face de vous, Georges Sémé, bonsoir. Bonsoir à vous, monsieur Otto. Journaliste. Tout à fait. Bonsoir voilà. à plusieurs tous les hommes politiques. Oui, à plusieurs casquettes, bien évidemment. Bonsoir à tous les hommes politiques qui partagent ce panel. Je commence avec vous, Georges Sémé. Avec un budget de 3 milliards 400 millions, est-ce que vous comprenez le tollé qui entoure cette affaire depuis que l'ancien Premier ministre, Fanim Songué, et sa commission veulent s'offrir ces 15 véhicules à 700 millions. Vous comprenez le tollé? Je comprends parfaitement le tollé. Bien sûr, je suis parmi les journalistes qui ont écrit sur cette dépense onéreuse, puisque ça n'est bien évidemment une. Vous avez révélé les chiffres tout à l'heure, 700 millions de francs CFA, un marché de gré à gré pour l'acquisition de 15 véhicules. Des véhicules pour de les luxe. 15 membres, on suppose. Exactement. Ce sont des véhicules de luxe. Lorsque on sort la calculette, ça fait quand même l'unité à 46 millions de francs CFA. Et vous avez rappelé à juste titre également les missions qui sont celles de cette commission. Est-ce que, vu les missions qui lui incombent, qui sont nobles, je le réitère, est-ce qu'il fallait qu'on sorte autant d'argent pour qu'elle puisse remplir cette mission avec des véhicules rutulants? Je vais caricaturer un tout petit peu. Supposons aujourd'hui que la commission Moussongué aille rencontrer certains sécessionnistes et qu'ils arrivent avec un tel déploiement luxueux. Est-ce que ce sera une bonne image? Est-ce que ce sera une bonne entame dans le discours qu'ils vont aller tenir aux sécessionnistes? Non, je ne pense pas. En même temps, je voudrais sur ce point, Georges, mais en même temps, ils vont parler, on suppose que c'est de 4x4, hein? Parce que oui, en 46 millions, en 46 millions et demi, c'est des 4x4. Est-ce qu'on peut aller les rencontrer avec n'importe quel véhicule? Bien, je crois que dans ce type de démarche où on va négocier quelque chose, on va négocier la paix, il faut aller avec toute l'humilité possible. Et lorsqu'on y va avec un ramdam aussi luxueux, je pense que d'entame les négociations sont déjà très mal parties. Et
Vous savez très bien que parmi les revendications décisionnistes, il y a bien évidemment ce train de vie luxueux de l'État qui est reproché à l'État du Cameroun. Donc, pour moi, on aurait pu leur doter des véhicules, bien évidemment, mais des véhicules un peu moins chers qui leur auraient permis de remplir cette mission autant que avec des véhicules aussi luxueux. Et vous savez que nous sommes dans une situation économique assez délicate où on est surveillé de toutes parts par les organes internes de contrôle financier, mais aussi par les organes internationaux de contrôle financier, et on ne peut pas se permettre à cet instant précis de se payer le luxe d'acheter des véhicules à 46 millions de francs CFA pour des missions qui sont pour la majorité des missions de sensibilisation et des missions des rapports et des avis pour la paix et le vivre ensemble. Henri Nandafouzi, 700 millions, c'est énorme pour vous? Pour cette commission? Bien sûr que c'est énorme. Mais je veux, si vous le permettez, faire une précision qui me semble utile pour la compréhension de nos téléspectateurs. Je suis content que Joshua aussi ait fait confiance à l'expertise locale pour la direction de la campagne. Parce que nous sommes dans un pays où la tendance générale, ou du moins dans la tendance gouvernante, est de faire croire, dans les actes qui sont posés, que les Camerounais ne sont pas capables de faire des choses bien et grandes. Vous prenez le cadre de la campagne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris l'expertise étrangère? Ah, écoutez, moi je crois que c'est vous la presse, donc vous savez très bien qui est directeur de campagne de quel candidat, qui est le cabinet qui conseille quel candidat. Vous savez tout ça. Donc par conséquent, en tant que directeur de campagne, si vous êtes au courant, c'est que vous savez très bien que il y a beaucoup de cabinets de stratégie dans ce pays, n'est-ce pas? Vous savez ça. Oui. Alors, donc, si on laisse tous les cabinets de stratégie ici pour aller prendre les cabinets de stratégie ailleurs, vous savez combien d'emplois on perd quand on fait ça? Alors, l'idée de cette c'est la même chose qu'il y a sur cette véhicule. Quand on parle du train de vie de l'État et quand on trouve qu'on fait des dépenses ostentatoires, il faut le dire, c'est ostentatoire, mais le problème c'est pourquoi est-ce que cet argent est bien dépensé? Vous savez, toute la controverse que nous avons avec le FMI, mais c'est ça. Hein. Ça veut dire, l'État de l'argent, mais c'est mal dépensé. C'est pas de dépense utile. Et nous pensons, avec Joshua aussi, que la meilleure dépense qu'on puisse faire, quand il y a des gaspillages de ce genre, il vaut mieux le mettre sur la feuille de paie des Camerounais. Ça va être utile pour tout le monde. C'est simple que ça. Ok. Ouais. Il est dit pas. Vous aussi, ça sonne trop? Ça sonne pas bien en ce moment-ci? 700 millions? Non, je pense que ça c'est la petite goutte d'eau, peut-être certainement qui fait déborder le vase. Mais je rappelle à suffisance aux téléspectateurs que le budget de notre pays est de 4600 milliards. Et lorsque vous faites la comparaison, à 1%, nous sommes à 46 milliards. Donc le budget alloué à la commission Missongué, ce n'est même pas 0,5%. Mais c'est le fait, c'est le fait qui peut être décrié. Parce que à ce que je sache, Moussongué lui-même était à l'ancien poste président de la commission, président du groupe parlementaire au Sénat, précédemment. Donc il bénéficiait d'un certain nombre d'avantages et certainement avec un certain nombre de véhicules. Certainement le véhicule faisait partie, premier élément. Il est président des grands chanceliers des ordres nationaux. Cumulativement. Oui. Pour autant, il n'est pas parti des grands chanceliers des ordres nationaux. Donc, à ce titre-là, je pense qu'il bénéficie toujours des avantages de ce poste, cumulativement avec celui du président du Conseil. Donc, là, on peut trouver qu'il y a un emploi en double. Premier élément. Deuxième élément, lorsqu'on voit le personnel qui entoure, pour la plupart, cette commission de 15, si vous allez checker bien, vous verrez des anciens ministres. Certainement, ils ont bénéficié, quand ils étaient en fonction, des véhicules. À mon sens, on ne pouvait pas laisser une commission pareille sans ne pas les équiper des moyens de locomotion. Soit. De ce fait, c'est généralement des 4x4, compte tenu du fait qu'on suppose qu'ils vont parcourir le pays. Et s'ils s'adressent principalement à la zone anglophone, compte tenu du fait qu'il n'y a pas de route, il faut donc nécessairement ce véhicule-là. Je pense que là, on a éliminé le cas. Maintenant, je pense qu'il aurait été judicieux, intelligent, pour même ces membres-là, plutôt d'avoir une dotation d'entretien de leurs véhicules existants. Ça permettrait d'abord d'une part de prêcher en exemplarité, premier élément. Deuxième élément, de démontrer qu'on a le souci de l'économie. Si tant est que la crise anglophone est un problème de gouvernance et surtout de malgouvernance. Et à cela, je pense que là, ce n'est pas une très bonne option. Mais ce n'est pas le cas est suffisamment évident. Je peux vous dire, pour ceux qui connaissent très bien, que je m'amuse
je me permets souvent de lire un peu les chiffres, je vous donnerai des exemples. Pour une commune comme celle du Douala 1er, qui a un budget global d'à peu près 2,8 milliards, mais qui a un compte administratif qui tourne autour de 1,8 milliard, le maire s'est octroyé un budget, bien entendu un véhicule de 85 millions, pour rouler sur des routes complètement bitumées. Là, à Douala 1er. 85 millions en violation de toutes les dispositions légales qui l'obligent d'avoir un véhicule de moins de 60 millions. Donc, question, et là je fais le parallèle avec l'autre. Est-ce que pour autant le budget tel qu'il a été structuré pour la commission a prévu un montant maximal pour les véhicules? Là, je pense que là, ici, il faudra un peu explorer cela pour voir. Mais on est dans un pays où c'est la politique d'urgence qui contrôle. Ce n'est pas une programmation sur le long terme. D'abord, cette commission naît en pleine année budgétaire, déjà complètement bouclée. Il faut sectionner quelque part par une ordonnance présidentielle pour lui donner des moyens. 2, ils n'ont pas de comptable. Donc, il n'y a pas une prévision du budget qui permettait le fonctionnement de cette commission. Et enfin, surtout, comment on gère au coup par coup et que donc il faut expliquer tout et justifier seulement les dépenses, c'est alors qu'ils se sont versés là-dedans. Donc, pour résumer, c'est une mauvaise politique de gouvernance, une improvisation, une politique sans perspective qui fera en ce que, sur la précipitation, sur la pression, on arrive à ce genre de dépenses. Donc, ce qu'il faut faire, et ce qui est tout à fait regrettable, c'est que les Camerounais doivent suffisamment noter que l'improvisation ne peut pas être un mode de fonctionnement. Est-ce que pour ces gens, lorsqu'on regarde les membres qui constituent cette commission, il y a plein, comme a dit Hilaire Zipan, il y a des universitaires, il y a des anciens membres du gouvernement, et il y a même à leur tête l'ancien Premier ministre Mafani Moussou. Est-ce qu'on n'aurait pas dû faire comme il indique ici, c'est-à-dire proposer l'entretien de ce qui existe déjà? Cette affaire est un petit détail. C'est un petit détail. Comme il disait, sur 4 000 milliards, si on dépense 700 millions de francs pour acheter des véhicules, ça ne devait pas faire jaser les gens. Alors qu'on a prorogé le mandat des députés, ça fait 20 millions de francs qu'on a donné à chaque député. Ils sont 180, ça fait 3,6 milliards par an et aucun député ne se plaint. Donc c'est des petits détails de la vie. Je considère d'ailleurs que c'est de la distraction que d'amplifier ça. On sait que ce pays est mal gouverné. Moi, personnellement, ça n'apporte rien de venir crier des nouveaux détails de la mauvaise gouvernance. Ce qui est important, c'est qu'on sort de là comment. C'est pas parce on va faire une campagne électorale sur 15 véhicules qu'on a achetés alors qu'on ne va rien dire. Sur 3,6 milliards qu'on distribue aux députés gracieusement pour rester une année en plus en fonction sans pour autant voter une loi supplémentaire qui va modifier la gouvernance de ce pays et que les députés de l'opposition en particulier sont restés au Parlement et resteront au Parlement. Donc moi je considère que on verse dans du sensationnel. Les preuves de mauvaise gouvernance sont nombreuses. Voilà les livres de la rentrée scolaire qui ne sont pas là. C'est une preuve de malgouvernance. J'ai crié ici sur votre plateau sur le ministre de l'Éducation secondaire qui demande de payer les pensions dans les lycées et collèges avec les opérateurs téléphoniques qui vont percevoir chacun une commission là-dessus qui probablement va être redistribuée aux donneurs d'ordre et personne ne semble très occupé par ça. Mais c'est beaucoup de milliards qui vont sortir de la poche des parents d'élèves pour aller chez des opérateurs téléphoniques en lieu et place de l'argent qui devait aller simplement dans le compte bancaire de chaque lycée et chaque parent. C'est ce que nous avons fait jusqu'à présent, sans oublier que dans mon bon vieux temps où j'étais élève, on payait directement chez l'intendant du lycée et que le ciel ne nous était pas tombé sur la tête. Donc s'il faut venir parler des exemples de mauvaise gouvernance, comme disait le conseiller, c'est une toute petite goutte d'eau, oui, qui déborde le vase, qui peut un peu plus choquer les gens parce que tout le monde a une claire conscience aujourd'hui qu'il faut faire des économies budgétaires. Seulement quand on veut être regardant, il faut être regardant sur tous les aspects, y compris sur ceux qui nous intéressent nous-mêmes. Parce que si le même président de la République décide de donner 5 milliards de francs maintenant pour le financement de la campagne électorale qui arrive là, chacun des 8 candidats va recevoir au moins 200 millions de francs au titre du financement de la campagne de la première tranche. Et là, personne ne va crier à la mauvaise gouvernance.
n'est-ce pas? Donc c'est un détail. Ok. Jean Semet, dites-moi, dans le décret, il y a l'article 2. On connaît ce que ça signifie. Voilà. Est-ce que ils ne se sont pas basés sur cet élément-là pour se lancer dans ces 700 millions? D'abord, je pense que... les avantages de toute nature. L'intéressé, je vois de quoi vous parlez. Mais d'abord, j'aimerais dire que cette affaire qui a été amplifiée par la presse, reprise par la presse et traitée par cette presse, que ça n'est pas un détail. Non, ce n'est pas un détail. Ce n'est pas une goutte d'eau et ce n'est pas non plus du sensationnalisme parce qu'il s'agit quand même de la fortune publique. Même si vous parlez d'un article 2 qui leur donne le droit de jouir de tous leurs avantages. Oui. Mais ce droit ne leur donne pas le droit absolu de narguer les autres Camerounais avec une telle dépense aussi. Moi, je crois qu'on devrait d'abord prendre la base sur les missions même de cette commission, avant de parler même de l'opportunité de son existence. Cette mission, vous l'avez rappelé tout à l'heure, consiste à œuvrer dans le sens d'un retour à la paix et dans le vivre ensemble. Est-ce que donc, si on fait l'adéquation entre ces véhicules de luxe et leur mission, est-ce que c'est décent? Je ne pense pas du tout. J'ai tout à l'heure caricaturé une mission dans le nord-ouest ou le sud-ouest avec de tels véhicules. Ça ne plairait à personne. Même hors du nord-ouest, dans les régions où il faut promouvoir le vivre ensemble et la paix, quand vous arrivez avec de tels véhicules, je crois que ça crée une certaine gêne. Je suis parfaitement d'accord avec le parallèle qu'on veut faire avec l'énorme budget du Cameroun et les 3,4 milliards de cette commission, en nous disant qu'ils méritent d'avoir une telle dépense. Je ne pense pas du tout. Il s'agit d'un bien public et le parallèle fait avec les missions qui leur sont dévolues ne cadre pas du tout avec ces véhicules qu'ils ont acquis. Surtout que, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, il y a bien évidemment ce climat délétère, économique délétère, qui fait qu'on ne peut plus se permettre ce type de dépenses. Mais maintenant, sur l'article 2 dont vous parlez, d'accord, on a créé une commission. Elle est dotée de certains pouvoirs. Elle doit travailler. Elle doit aller dans les régions du nord et du sud-ouest où il n'y a pas de route, comme l'a dit le conseiller Zipan. Elle doit dérouler un certain discours dans tout le Cameroun. Mais je ne pense pas que parce qu'il existe cet article 2, il faut dépenser et encore dépenser. Donc pour moi, c'est une dépense onéreuse. On pouvait minimiser cette dépense ou alors doter ses membres d'une dotation, comme l'a dit le conseiller Zipan, afin qu'ils utilisent leur propre véhicule et on aurait gagné en économie. Mais je pense que ça en vaut la peine d'en parler et d'en parler encore au lieu de mettre sur le boisseau en disant qu'il s'agit d'un détail ou alors d'une distraction ou alors du sensationnalisme. Georges, permettez-moi de rappeler le décret du président numéro 2 2017-013 du 23 janvier, voilà, 23 janvier 2017 portant création, fonctionnement et organisation. Il dit bien dans son article 2, la commission est un organe consultatif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Voilà. Alinanda Fosso. Ça c'est... Est-ce que, au regard de cet article, Mafani Moussongue, le président de la commission, il ne s'est pas appuyé sur cet article pour aller pour ce que beaucoup considèrent comme généreux? Je vais faire deux observations par rapport à ce qui se passe. La première, c'est qu'en réalité, nous avons un débat de fond entre ceux qui pensent que 700 millions sur 400 milliards, c'est un détail. Et ceux qui pensent sur 4 milliards, sur 4 milliards, 500 milliards, c'est un détail. Et ceux qui pensent que la bonne gestion, c'est un état d'esprit par rapport à tous les actes qu'on pose. Il n'y a pas des actes spectaculaires qui permettent d'avoir des économies pour qu'on puisse faire des allocations de ressources les meilleures possibles. Je pense plutôt sur le point de vue de M. Zipan, monsieur le conseiller Zipan, puis il faut l'appeler ainsi, qui dit les petites économies, c'est toujours bienvenu pour pouvoir utiliser la trésorerie efficacement. Et pour le cas d'espèce, je vous dis que je suis surpris parce que en fait, M. Moussongue, c'est l'ancien directeur général de la CDC. Il n'a pas été un mauvais directeur général, il faut le dire. Il n'a pas été un mauvais. Donc c'est ce que je suis en train de dire là en ce moment. Et donc par conséquent, s'il le fait, c'est parce qu'il est dans une ambiance où, quand on fait ça, c'est un détail. Okay? Or, il faut qu'on sorte là. Il faut que dépenser l'argent public ne soit plus une affaire de détail, c'est une affaire de réflexion. Il faut savoir que, en fait, quand l'État a tellement de choses à faire, que quand il y a 5 francs qui n'est pas utilisé, il vaut mieux qu'il est mal utilisé, il vaut mieux l'économiser parce qu'on ne manquera pas où faire ça demain. Donc, voilà.
fond du débat. Pour moi, c'est détail ou esprit de gestion. Oui. Et c'est l'esprit de gestion qui manque, parce que les détails, quand tout le monde rentre dans cet esprit-là, hein, c'est pour ça que que les gens se plaignent par rapport à la gestion du pays. Il y a un cadre dans lequel, quand vous y entrez, vous dépensez en chantant. C'est dans l'air du temps. Okay. Alors, mais c'est dans le temps, sauf qu'on s'enfonce au fur et à mesure que les jours passent. Ah ben, les ça reste un détail, 700 millions. Oui, c'est un détail. Pourquoi c'est pas un détail? Les commentaires qu'on peut en faire ne changent pas la valeur de la chose. Je pense plutôt qu'il faut parler de la voiture à 46 millions, au lieu de parler du budget intégral d'acquisition. Oui, une voiture à 46 millions, est-ce que c'est un détail? Voilà. Ah ben, je ne sais pas, moi je ne défends pas cette commission, elle ne m'intéresse même pas. Je ne vois même pas son utilité. Mais je dis que les préoccupations que nous avons en l'état actuel des choses, à 35 jours des élections, ne me commandent pas d'épiloguer dans une émission de télévision sur une faute. Ce n'est pas un détail. J'insiste. Envoyez ça à ça, on va arranger votre route. Je pense que votre route là. Je ne suis pas sûr, ça va être bien. Je ne suis pas sûr que ça réglera tous les problèmes du Cameroun ou que ça. C'est un des problèmes. À 35 jours de l'élection présidentielle. Ce que je veux dire, c'est que la virulence avec laquelle les gens veulent nous polariser sur des détails, donc devrais-je en parler? Je leur demande d'avoir la même virulence et le même souci d'économie en démissionnant de l'Assemblée nationale où on leur donne 20 millions de francs l'année prochaine chacun. Ils ne vont pas le faire. Tous les députés les députés du RDPC ne râlent pas sur cette affaire. C'est l'opposition qui râle sur cette affaire. C'est nous. Et ce que je demande à notre opposition, c'est d'être cohérente et conséquente. Quand vous prenez un petit truc comme celui-là, pour crier dessus, demain là, qui arrive là, avant le début de la campagne, les 8 candidats de l'opposition là, ils vont demander au même chef de l'État qui a donné 700 millions là-bas, de leur donner au moins 5 milliards ou peut-être même 10 milliards. Si le même président leur dit demain que je vous donne 1 million de francs pour le financement de la première tranche de la campagne électorale au titre des économies budgétaires, ils s'en plaindront. Ils s'en plaindront. Si le même président leur dit que je mets 5 milliards pour le financement de la première tranche, ça va leur faire 277 millions de francs chacun. Il faut que le temps de parole soit équilibré, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Il faut avoir l'esprit de synthèse, ça ne tue personne. Allez-y, Abel Libino. J'espère que vous avez tellement l'esprit de synthèse que vous avez trouvé qu'il faut me priver de mon droit. Allez-y, mais je dis, ayez l'esprit de synthèse parce que ça ne tue personne. Allez-y, Abel. Oui, l'esprit de synthèse, c'est ça qui vous commande de me priver de mon droit. Synthèse. Allez-y, Abel Libino. Quand vous parlez, vous ne chronométrez pas votre temps. Il y a un modérateur. Bon, vous aurez dû le savoir. C'est ça, à dire que je m'adresse. Non, vous n'avez pas à vous adresser à lui et à me perturber. Abel Libino, c'est une question de contenu. Donc, j'étais en train de dire que les mêmes qui sont en train de vouloir nous faire croire qu'il y a un crime là-dessus, pour un gouvernement que nous savons et que nous voulons sanctionner comme étant un gouvernement qui administre mal le pays, les mêmes bénéficient de la mauvaise gestion de ce gouvernement, et quand ça leur est profitable, ils ne disent rien. Si le président leur donne maintenant 5 milliards de francs pour la première tranche de la campagne électorale, personne ne viendra sur ce plateau dire que pourquoi il a donné 277 millions de francs à chaque candidat. Ils ne le diront pas. Ils vont estimer que leur mission... C'est la loi qui le dit, c'est pas le président. C'est la loi qui dit qu'on doit donner, on doit financer, c'est pas le président. Mais la loi aussi dit de donner les moyens à une institution publique. Et comme a dit Jean Semin, la loi ne dit pas que c'est 700 millions. Et comme la loi ne dit pas non plus que ça sera 277 millions et que ça sera 3 millions. C'est vous qui l'avez dit. Voilà, je vous dis donc qu'ils ne sont pas dans l'état d'esprit objectif que je leur demande d'avoir. C'est de ça qu'il est question. Okay, ne tirons pas sur un détail qui vient simplement nous confirmer la... Merci. En même temps, on ne peut pas tout embrasser aussi. On est sur les 700 millions et 15 véhicules. C'est sur ça. Voilà. Il a oui. Pour cette commission, je l'ai dit dans mon introduction, on n'a pas beaucoup vu cette commission. Oui, il faut dire la priorité, c'est les véhicules. Moi, je pense qu'on peut, d'une manière pédagogique, laisser comprendre aux téléspectateurs qui nous écoutent ce pourquoi on peut s'insurger de cette dépense. Oui, justement.
Le décret tel que vous l'avez dit qui crée cette commission n'arrive que le 23 janvier de l'année qui suivait. Or, les budgets qui sont arrêtés généralement au mois de décembre précédemment. Donc, à ce mois de janvier-là, généralement, le président a déjà promulgué. Il va sans dire qu'au moment où on a promulgué le budget, cette commission n'existait pas dans le budget au préalable. Donc, cela va certainement dire que, quand le président dit qu'elle est dotée d'une autonomie financière, il n'y a pas un comptable qui a, d'une manière prévisionnelle, définir comment va être dépensé les 3,4 milliards, ce d'autant plus que ça n'existait pas avant. Premier élément. Deuxième élément, lorsqu'on reçoit dans les 3,4 milliards, on trouve que 700 millions investis pour les véhicules compte tenu des missions et des attentes des Camerounais, c'est un peu trop. Voilà. Et c'est là où se trouve la problématique. C'est-à-dire qu'elle se trouve un peu trop. C'est-à-dire que la priorité de l'investissement qui vise à missionner naturellement la commission, ça semble un peu trop. Parce que cela va dire que quoi? Quand vous achetez le véhicule à ce montant, les frais de carburant montent. Les frais d'émission montent. Et les PDG montent. Donc on va dans une spirale où on permet d'être à la dépensière pour du luxe, comme disait un peu tout à l'heure Georges Sémé. Et quand on prend cette adéquation de ce volume-là par rapport au budget de 3,4 milliards, c'est quand même énorme. Ça fait que 50% pratiquement du budget est consommé sur place, sans que les missions ne soient suffisamment atteintes. Là, on peut s'insurger. Mais quand on prend cette proportion-là, et là, je comprends un peu le fait que l'IBI soit dans le budget global et la gabégie qui entoure ce budget global, on se rend compte que ça... on peut le dire, peut-être, le mot est réduit, mais c'est du menu frétin. Parce que le gouvernement camerounais, à l'heure actuelle, vit ostentoirement au-dessus de ses moyens, sans ne pas se poser des questions. Et le fait qu'on a un budget de 4600 milliards et que l'on se prive d'un certain nombre d'investissements qui auraient pu améliorer le niveau de vie des Camerounais, dans le même temps, nous oblige à aller au FMI. Or, les prescriptions du FMI ne sont pas de nature à améliorer les conditions de vie des Camerounais. Parce que le FMI, c'est l'austérité. Et l'austérité, ça ne développe pas la croissance. Donc, à mon sens, c'est trop pour ce peu de budget. Et je vous ai pris un exemple tout à l'heure par rapport à la mairie de Douala-Plenier. Je vous en prends un deuxième exemple. La communauté urbaine, à l'heure actuelle. Vous voyez, moi, je fais toujours les éléments que les gens connaissent. Ce que je dis, on peut vérifier. Le délégué du gouvernement vient de s'offrir, à l'heure actuelle, 3 grands véhicules de luxe. Autour de 160 millions. Si vous allez dans son parc, c'est un nouveau V8, c'est une 616, c'est une voiture d'apparat. Complètement. Pendant ce temps-là, on n'a pas de route à Yassa. C'est quand même aberrant. Donc je pense qu'il faut faire le parallèle pour que nous comprenions bien. Lorsque nous avons des missions qui sont incombées à des institutions qui impactent au quotidien sur notre vie, et que les gens font des dépenses comme ça, on ne peut que s'insurger et à la limite graver. Ce n'est pas du menu frétin. Ce n'est pas du menu frétin. Voilà. Pour la compréhension de la pédagogie, de la gestion publique, c'est quand même suffisamment important. J'ai parlé d'esprit. J'ai parlé d'esprit parce que quand vous gérez bien, et je pense qu'à un niveau de responsabilité, il faut se préoccuper de bien gérer son argent. Il n'y a pas de jour où vous dites, bon, aujourd'hui je vais dépenser un peu plus qu'hier parce que bon, j'ai beaucoup d'argent. Vous avez des préoccupations, vous avez des problèmes à gérer, à régler tous les jours. Donc vous ne venez pas, vous dites pas, bon aujourd'hui, bon comme il y a un peu d'argent dans les caisses, je vais me lâcher. On ne se lâche pas quand on a des ressources rares et des problèmes nombreux. On ne se lâche pas. Donc c'est une question d'état d'esprit. Donc si le gouvernement et ses affidés sont dans un état d'esprit il y a beaucoup d'argent, 4500 milliards, ça semble beaucoup pour certains. Vous avez vu qu'avec 4500 milliards, le Cameroun vit mal, ce qui veut dire que c'est pas assez. Donc, par conséquent, si vous économisez 5 francs ou 10 francs sur les 4500 milliards qui peuvent être utiles, je répète encore, pour arranger la route de Niala. Si on prenait 700 millions d'envois à Niala, on aurait au moins mis les graviers. Et les gens seraient passés. Ils n'auraient pas ce drame qu'on vit tous les jours ici. Oui. Écoutez, quand même, c'est évident. Oui, je suis très heureux que M. Nzipan ait enfin compris le fond de ma pensée. Je suis d'accord avec lui que ce n'est pas du menu frétin. Tout simplement parce que il s'agit du budget d'investissement public, il ne s'agit pas du budget général de l'État. Ces 700 millions ont été grevés dans le budget d'investissement public 2018. Donc je crois que ça bat déjà en brèche le rapport qui est fait entre le budget ou alors les 700 millions qui ont été dépensés et le budget général de l'État. Mais je pense aussi que ça peut être un bel argument politique, puisque les hommes politiques sur ce plateau veulent parler de la campagne électorale. Oui. Ça peut être un bel argument politique pour ceux qui veulent changer ce pays, ceux qui veulent renverser le régime actuel, d'utiliser cet argument de malgouvernance, de gaspillage, de gabégie dans leur campagne électorale. Donc, M. Limbi a tout à fait raison de parler de cette malgouvernance généralisée. Donc, ce n'est pas inutile d'en parler, ce n'est pas inutile que la presse l'amplifie, ce n'est pas un détail.
vous étiez au SIF. Je suis sûr que si vous étiez encore au SIF, vous auriez utilisé cet argument pour prouver que le régime actuel est assez essoufflé en ce qui concerne la gestion des affaires de la cité. Voilà un peu ce que je voulais... Je reste avec vous, Jean Sémé, sur le marché en lui-même. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Le marché a été autorisé, je crois, le 5 juillet. Le 5 juillet. Le rapport d'évaluation a été effectué le 13 août et le 16, M. Mafani Moussonga, puisqu'il jouit de l'autonomie financière, sa structure jouit de l'autonomie financière, a lancé l'acquisition auprès d'un concessionnaire de la place qu'on ne va pas, bien évidemment... Alors, le concessionnaire a 30 jours pour livrer. Donc, disons que du 16 août au 16 septembre, la commission devrait déjà rentrer en possession de ces véhicules. Donc, je pense que le marché est abouti. Sur le marché encore en lui-même, il s'agit d'un gré à gré, qui est une procédure tout à fait légale. Mais surtout, je m'interroge sur l'opportunité même de ce gré à gré, parce qu'au même moment, il y avait une autre affaire sur un gré à gré en ce qui concerne la seconde phase, voilà, la seconde phase de la pénétrante. Que le ministre Abassadou avec le même acteur, M. Abassadou, c'est qu'il a refusé. Exactement, il a refusé à Gamou Messi, et pourtant, il le concède à Mafani Moussonga. Mais il le concède à Mafani Moussonga. Vu vraiment l'urgence du marché, il fallait qu'on attribue. Ce gré à gré, pas pour le même montant, bien évidemment. Oui. Je ne le rappelle pas pour le même montant, mais pour la célérité du chantier, on aurait pu passer par un marché de gré à gré, mais avec un montant moins évalué que celui qui a été présenté par M. Nganou Messi. Il n'hésite pas. Vous permettez que Abel Libé place un mot. Oui, juste pour dire que vous vous trompez beaucoup. Vous croyez qu'on apprécie la mauvaise gouvernance selon les chapelles. C'est justement la faute que nous commettons. C'est-à-dire que quand je suis dans cette chapelle, alors les actes de mauvaise gouvernance n'en sont pas. Et quand je suis dans l'autre chapelle, je peux... Ce n'est pas de ça. Non, je dis que si vous étiez encore dans le et que vous entrez en campagne, si vous entrez en campagne, vous aurez certainement... Par contre, c'est un jugement de valeur. Par contre, que vous dites que c'est un argument, c'est ce que j'ai dit dès le début, mais que c'est un détail. Nous avons beaucoup d'autres arguments bien plus importants. Et ensuite, j'ai fait le reproche en disant que ceux qui s'intéressent à ce genre de petits arguments, ils oublient d'autres arguments qui sont autant plus importants, sinon plus importants, mais qui les concernent eux-mêmes. C'est de ça que je parle. C'est-à-dire ce que Zipan a appelé tout à l'heure l'exemplarité. Quand vous allez critiquer le gouvernement parce qu'il a fait un acte comme ça, vous aurez raison, d'accord. Mais il faudra aussi le critiquer sur... les allocations qu'il fait, par exemple aux députés, sur les micro-projets, c'est 40 millions par an, sur 5 ans pour chaque député, ça fait beaucoup d'argent que personne ne contrôle, qui est utilisé au gré des humeurs du député et qui ne va ni au bénéfice de la population, ni au bénéfice de l'État. Et aucun député, y compris ceux qui critiquent avec véhémence ce détail-ci, ne demande qu'on réduise ce financement quasi inutile, qui peut très bien servir à goudronner la route de Yassa, et non pas seulement regarder ça. Si vous regardez ça, regardez aussi les 20 millions de francs dont vous bénéficiez, tout simplement parce que le président a pris une décision péremptoire inutile, qui est de prolonger le mandat, et puis vous n'avez jamais dit que c'est non, il ne faut pas le prolonger. Et quand bien même vous serez sorti de l'Assemblée nationale au moment du vote de cette loi, vous n'avez pas décidé de quitter l'hémicycle pour ne pas jouir des méfaits de la mauvaise gouvernance. Or, ceux qui critiquent, ils veulent jouir des méfaits de la mauvaise gouvernance. C'est ce paradoxe que je mets sur la place. Ok. Oui, nous sommes... je pense que les téléspectateurs doivent comprendre très bien la démarche et la critique objective que nous voulons faire. Loin de nous l'envie de dire que c'est de faire un positionnement nécessairement à la critique. C'est ce que M. Nanda essaie de faire passer. Je prends un cas très simple. Et puis, c'est même soulever quelque chose d'extrêmement important. Il faut que les téléspectateurs comprennent très bien la démarche. Lorsque vous êtes dans un marché prévisionnel, budgétisé, vous avez des délais contraignants qui vous obligent à faire les appels d'offres programmés. Et là, ça passe par le ministère des marchés publics, certainement, qui est rattaché à la présidence de la République. Tout à fait. Bien. Et dans le cas d'espèces, on ne pouvait pas passer par appel d'offres. Pourquoi? Parce que la prévision de la création de la commission de bilinguisme n'existait pas. Donc, on ne pouvait passer que d'un gré à gré.
On n'avait pas beaucoup de choix. Et c'est des subtilités, c'est des techniques, c'est ça. Moi, c'est ce qui plutôt qui intéresse les téléspectateurs. C'est que la fonction publique a trouvé des techniques de procédure pour complètement spolier toute la fortune publique. Pas des techniques de procédure. Parce que quand vous créez une commission en 23 janvier, et quand vous lui donnez, vous nommez les nombres complètement en max, pour qu'il fonctionne immédiatement après, cela va sans dire qu'il n'y avait pas de budget précédent. Donc tout va se passer au gré à gré. On a attendu 16 mois. Exact. Tout se passe au gré à gré. Et dès lors, comme ça se passe au gré à gré, il n'y a que deux personnalités dans le pays qui font l'arbitrage du gré à gré. C'est bien entendu, soit la présidente de la République, soit le Premier ministre. Et dès lors, ils ont trouvé dans la technique. C'est ce que nous déclarons. Nous disons que l'administration, fortement, je dis globalement dans l'opposition, tout le monde est unanime là-dessus. Il faut que l'administration lève le pied sur la fortune de l'ensemble des Camerounais. Parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul qui en profite. Dans le cas d'espèce, toujours pour rester dans le cas d'espèce, lorsque vous envoyez ce véhicule à 45 ou à 46 millions, tel que mon ami l'a dit, 46 millions, mais il n'y a pas de fourchette. Là, il n'y a pas de fourchette, on ne veut pas savoir l'utilité. Et je veux te dire, le fait d'entraînement de cela va faire en sorte que l'armée qui est en première ligne au front, au regard de cette dépense-là, va demander plus. Et que les soldats qui sont au front vont demander plus. Donc on a dans il y a un effet d'entraînement. Bien sûr, les sécessionnistes vont davantage s'énerver. Alors, donc par conséquent, les sécessionnistes s'énervent plus, l'armée en demande plus, on dépense plus, on est dans une spirale où on n'arrive pas à trouver le fil conducteur. Le fil conducteur, c'est que l'administration est une technique, elle n'est pas le modèle de gestion. Il revient donc aux politiques de reprendre même pour que enfin ce pays reparte sur le bon rail. Voilà, Arinanda, justement il a commencé à parler, il a dit pas du bilan de cette commission. Le rôle dans la crise, on ne le voit pas. Et comme on a dit également, ça peut exacerber les tensions. Le rôle dans la crise, la commission a joué son rôle. La question ah bon? Oui, la commission a joué son rôle. Je me souviens du rapport Moussongé, oui, sortant du Nord-Ouest, qui décrit un certain nombre de mesures qu'on peut pouvoir prendre pour résoudre la crise anglophone. Et dans ce rapport, on parle de consolider l'unité nationale. Écoutez, c'est son rôle, non, je pense. Oui, vous voyez que je dis, ils ont fait un travail, ils ont présenté un rapport que tout le monde a lu, et on s'étonnait, on attendait que ce rapport soit mis en œuvre, n'est-ce pas? Maintenant, on n'a pas vu ce rapport, mais on a vu plutôt, c'est bon, on n'a rien vu. Ok? Multiculturalisme au Cameroun dans l'optique de maintenir la paix. Est-ce que ce point-là est atteint? Quoi, mettre la paix? Oui. Non, pas dire il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix. Voilà. Okay, donc ce qui veut dire que ça fait encore partie de ces instruments que l'on crée pour satisfaire, pour caser des personnes, pour attraper des anciens ministres ou ces politiciens qui ont perdu le pied et qui se rattrapent dans des commissions que le gouvernement crée, juste pour résoudre des problèmes. Mais Kazé, s'il faut rester sur le cas Mafani Msongé, il est à la chancellerie, il était au Sénat, on voit encore le gazer là-bas. Non, mais les autres membres. Il y a les autres membres, non? Vous avez vu, les 15 autres membres sont bien là. Ils n'avaient pas de fonction en ce moment-là. Oui, Amatou Douna, ancien ministre. Ils étaient anonymes, comme moi. Aboué Machoui, ancien ministre. Ils ont profité de la situation, on leur a servi, on leur a servi un plat et il faut qu'ils mangent comme les autres. Quoi. Donc c'est un peu ça. Et je dis que c'est une question d'état d'esprit. Ils sont dans une ambiance où il y a de l'argent, on se sert, sans vergogne. Et c'est ça qu'il faut sortir de là. C'est tout, hein. Et nous sortons de là, le 7 octobre. Je pense que M. Nanda aurait pu bien aborder le problème en disant, s'ils ont rendu copie et ont déjà fait leur travail, pour ce qui est de la crise anglophone, raison de plus qu'on n'achète pas le véhicule. On n'achète pas le véhicule. C'est clair, raison de plus qu'on n'achète pas le véhicule. Pourquoi acheter le véhicule alors qu'ils ont rendu copie? Ils ont fait la mission sans même ce véhicule-là. Voilà. Raison de plus pourquoi on n'achète pas. Donc là, il y a un autre problème. Non, je vais vous dire. Les conclusions, chacun tire quand il est en position. Mais non, j'ai des raisons de plus pourquoi on n'achète pas. Non, je pense que vous aurez dû aborder le problème. Mais ce qui est tout à fait important, si on dit un mot sur le rapport, il est clairement dit que le rapport de cette commission consultative est adressé au chef de l'État, qui, dans sa magnanimité, peut décider quand est-ce qu'il va mettre en application. Non, je pense qu'il y a là une raison fondamentale, M. Nanda. L'opposition et les politiques ont perdu pied devant l'administration. Il est question que nous reprenons pied devant l'administration. Parce que sinon, ils ont complètement tout pollué, tout spolié. Et on ne peut plus bouger. Vous voyez que la procédure apparaît maintenant comme le mode de gestion. Or, le politique
par essence, il vit par l'anticipation. Ok, ben Limbi. Oui, j'ajouterais tout simplement que raison de plus pour que les gens se mettent tous dans cette exigence d'exemplarité. Parce que nous, les politiques, ne reprendront jamais pied si de temps en temps eux-mêmes sont petits profits des actes de mauvaise gouvernance. C'est cette rigueur intellectuelle et morale que je leur demande. Vous ne pouvez pas un jour, quand la mauvaise gestion ne vous profite pas, vous faites un grand tollé. Alors qu'elle vous profite au quotidien dans tel autre secteur, vous ne dites rien du tout de la mauvaise gestion. Oui. Alors, avant que nous sonnions n'aille acheter les véhicules pour 700 millions, les députés ont été promulgués, ils étaient tous... Vous nous l'avez déjà dit, Pardon? Vous nous avez déjà dit ça? Oui, je répète ça parce que vous répétez la même chose. Je veux tout simplement qu'on soit cohérent si nous voulons que l'opposition soit efficace. Elle doit cesser de tirer profit des prébendes qu'elle condamne lorsqu'elles ne leur sont pas adressées. Ok. Bien, moi je pense tout simplement que cette... J'apprécie beaucoup ceux qui donnent des leçons à l'opposition. Okay. Mais en tout cas... Mais l'opposition peut prendre des leçons. Hein. Son imperfection nous a valu 15 ans d'échec, mon cher ami. Les politiciens en disgrâce sont mal parce que vous avez des leçons. Il n'y a pas de politiciens en disgrâce. Merci, Jean-Semaine. Moi je pense que la commission Mousongué ne devait pas exister, même si les missions qui lui sont dévolues sont des missions assez nobles. Parce que si on se projette sur 5 ans, quand il faudra faire le bilan de la commission Mousongué, est-ce que la crise anglophone... Non, elle n'a pas de mandat. Elle n'a pas de mandat. Est-ce que... Le président, un mandat, il est... Pour un mandat... Oui, mais la commission en elle-même, c'est un établissement... Le président, c'est 5 ans. Le président et le vice-président, il faudra faire ce bilan. Il faudra donc faire ce bilan. Est-ce que la crise anglophone sera résolue? Prenons déjà depuis son existence. Est-ce qu'on a avancé? La crise s'enlise de plus en plus. Oui. Et 700 millions de francs CFA qui sont grevés dans le budget d'investissement public. Alors, un véhicule à 20 millions de francs CFA, par exemple, on aurait économisé 30 millions de francs CFA par véhicule, ça aurait fait 300 millions de francs CFA d'économie. Je vous demande pas à quoi ça aurait servi. Donc, moi, je pense que c'est une commission. Voilà, on peut d'abord s'interroger et si c'est un peu celui qui l'a créé même doit déjà se ranger les doigts sur ce qu'il a signé comme acte, parce qu'on ne voit pas, avec la création de cette commission qui a rendu déjà quelques rapports, on ne voit pas l'avancée en matière de vivre ensemble et de multiculturalisme, parce que la chose ne fait que s'enliser. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à redire sur la question. Peut-être que ça fera l'objet d'un autre débat tout à l'heure. Oui, bien évidemment. Il agit pas? Oui, donc je pense qu'il a si bien dit, hein, l'investissement, tant que s'il est utile, il profitera certainement au président et au vice-président. Les autres membres pourront être déboutés à tout moment. Oui, je pense qu'on pouvait revisiter le contour de cela. Mais de grâce, on pouvait orienter ce fonctionnement-là à autre chose. Autre chose pour la commission. Parce qu'il y a le vivre ensemble, qui est certainement une étude sociologique de la manière où nous, les Camerounais, nous apparatons. D'abord, un par rapport à la langue, deux par rapport à la tribalité, et qui aurait pu bénéficier. Elle aurait pu bien orienter plus ou moins la manière de se comporter au niveau de la fonction publique, et ça aurait été exemplaire. Et nous voyons les plaques aujourd'hui plus ou moins dans les différents ministères. On a commencé avec beaucoup d'allant en disant que maintenant les plaques vont être complètement bilingues. On a essayé 1, 2, 3 jours et puis ça y est, on a rangé au placard, circuler, il n'y a rien à voir. Voilà. Arinanda a parlé que la commission a remis sa copie. Non. Pour ce qui est de la crise anglophone. Je peux rassurer les Camerounais que dans le cadre du toilettage des dépenses publiques, pour assurer un mieux-être à la population camerounaise, et donc pour renforcer le bulletin de paye, ce genre de dépenses, ce genre de commissions qui ne servent à rien, ben, ça va plus exister. Puisque la crise anglophone sera résolue. Ça ne va pas faire 5 ans. Ah oui. Okay. Et au niveau du bilinguisme? Ce n'est pas la seule mission. Non, pas du tout. Non. Pour le bilinguisme, c'est simple. Oui. Tous les il ne fallait pas une commission pour ça? Non, c'est pas nécessaire. Tous les emplois supérieurs de l'État seront attribués avec comme critère principal le bilinguisme. Il faut que les gens soient bilingues pour assurer les emplois supérieurs de l'État. C'est terminé où vous avez des directeurs d'administration centrale qui ne savent pas parler anglais. Dans un pays qui est constitutionnellement bilingue, vous avez des directeurs de sociétés, d'entreprises publiques, qui ne parlent pas l'anglais. Quelle incongruité. Oui, mais M. Nanda, la Constitution dit parler français ou l'anglais. Ce n'est pas et l'anglais. Non. C'est où. Je ne veux pas. Si vous avez même les conditions d'éligibilité. Vous pouvez lire. Oui, vous pouvez lire, c'est pas un problème. Vous pouvez lire.
la partie... Je disais que vous voyez donc, que nous avons des problèmes plus importants que 700 millions de francs et que les gens qui voulaient qu'on soit cristallisés sur 700 millions de francs, ils nous versent dans des propositions ou alors des projets. Mais les projets de campagne électorale n'engagent que ceux qui y croient. Voilà, ceux qui y croient. Ça ne vous engage pas, n'est-ce pas? Non, ça ne m'engage pas du tout. Parce que vous ne représentez personne, sinon vous-même. Voilà pourquoi ça ne vous engage pas. Non, vous vous trompez, je représente une collectivité territoriale. Vous n'avez pas démissionné? Vous n'avez pas démissionné? Qu'est-ce que vous attendez? Non, ça montre que vous n'êtes pas sur votre terrain, parce que vous ne savez pas ce que dit la loi. Non. Si vous saviez ce que dit la loi, monsieur le donneur de leçons, si vous étiez cohérent, vous aurez dit, merci, comme tous les députés, merci, les gens qui veulent manger gratuitement. Merci. Les dons. Moi, je refuse les dons de ma mère. Moi, je peux terminer mon propos. Soyez cohérent. Je peux terminer. C'est pas moi qui donne la parole. Voilà, c'est la deuxième fois que vous... Allez-y donc, et je veux simplement dire que à l'état actuel des choses, mon mandat de conseiller municipal se termine en octobre et j'ai promis de démissionner parce que je ne veux pas jouir des bienfaits de la prorogation que je condamne. Et maintenant, je dis maintenant que les promesses de campagne n'engage que ceux qui y croient. Et vous me dites que moi, je représente rien. Je vous dis qu'en ma qualité de conseiller municipal, je représente une collectivité qui a plus de 700 000 habitants et que vous n'avez aucun mandat au Cameroun. Ok, vous êtes conseiller municipal de la 5e. Nadine Yambou, bonsoir. Bonsoir autour et aux invités d'Equinorsoir. Bonsoir à vous également, chers téléspectateurs. Voici les grandes lignes de l'actualité. Ce soir, le forum sino-africain s'ouvre lundi à Pékin. Une cinquantaine de pays sont attendus. Le chef de l'État, Paul Biya, conduit personnellement la délégation camerounaise. Et en marge de ce forum Chine-Afrique, Paul Biya, lors d'un entretien avec son homologue Xi Jinping, a plaidé pour l'annulation de la dette au regard de la situation financière et économique difficile du Cameroun en raison de la guerre contre Boko Haram et la situation sociopolitique dans les régions anglophones. Dans notre série consacrée à la rentrée scolaire 2018-2019, de nombreux élèves risquent de rater le train lundi prochain dans la région de l'extrême nord Cameroun du fait des ravages des inondations qui ont frappé cette partie du pays durant le mois de juillet 2018. De nombreux parents ont perdu leur récolte et la communauté éducative qui sollicite bien sûr un réajustement des délais d'inscription. Et c'est déjà donc la fin des vacances. Ils sont nombreux qui se bousculent dans les agences de voyage pour pouvoir rallier leur ville scolaire. Ce soir, nous verrons comment ces jeunes ont passé durant cette trêve de 3 mois et dressent le bilan dans ce journal. Et c'est un véritable coup dur pour de nombreux commerçants à Baganté dans la région de l'Ouest Cameroun. À cette veille de rentrée scolaire, plusieurs commerces ont été cambriolés ces derniers jours. Les malfrats qui mènent l'opération sont donc repartis avec d'énormes sommes d'argent, des livres, cahiers et bien sûr des denrées alimentaires. Voilà donc Serge Alain autour, ces sujets et bien d'autres qui vont meubler la grande édition du 20h ce soir sur Equinorx Télévision. Voilà, vous l'aurez compris, c'est l'essentiel du 20h de Nadine Yambou. C'est dans un instant à suivre avec beaucoup d'attention. Le 20h de Nadine Yambou. Quant à moi, je vous retrouve après pour le débrief. Retour sur le plateau Equinorsoir, toujours en compagnie des experts. Je commence avec vous, Georges Sémé. Paul Biya en Chine face à Xi Jinping. Il demande tout simplement l'annulation de la dette et sollicite même d'autres financements pour accompagner d'autres grands projets au Cameroun. Bien, je fais partie de ceux qui sont heureux de ce que le président de la République aille défendre le Cameroun en ce qui concerne certains projets d'investissement et de développement. Vous avez fait état de cette doléance qui milite en faveur d'une annulation de la dette du Cameroun à l'endroit de la Chine, mais également
cette doléance qui indique que le Cameroun devrait bénéficier de la part de la Chine de la construction des autoroutes. Mais rappelons d'abord que la Chine, c'est quand même la deuxième puissance du monde qui entretient des rapports diplomatiques avec le Cameroun depuis les années 70 et qui aujourd'hui est également le premier partenaire économique, financier et partenaire de développement avec le Cameroun, le premier. Si M. Biya défend la voie du Cameroun en Chine, c'est parce qu'il sait qu'il y a un intérêt. Sur la construction des autoroutes, je crois que je suis entièrement favorable parce que le Cameroun manque cruellement de routes, de voies de communication et la construction des autoroutes au Cameroun permettra d'améliorer la mobilité urbaine et interurbaine. Sur l'annulation de la dette, malheureusement, je ne suis pas du tout d'accord parce que je suis de ceux qui pensent qu'on peut en faire usage autrement. Pourquoi ne pas penser à une reconversion de dette, à une conversion de dette, en transformant cette dette publique en une dette de développement, comme on l'a vu, par exemple, avec l'Union européenne, où les normes dettes du Cameroun, les normes ardoises du Cameroun étaient effacées par un contrat de désendettement de développement. Donc, notre pays et les populations camerounaises gagneraient à ce que cette dette soit reconvertie en une dette de développement au lieu qu'elle soit tout simplement annulée. Donc, voilà un peu comment j'aborde la question pas du sommet sino-africain, mais la voie que le président de la République a portée en faveur du Cameroun. On espère simplement que on accédera en ce qui concerne la construction des infrastructures. La Chine accédera aux délances du président de la République, mais en ce qui concerne l'annulation des dettes, je ne veux pas décourager le président de la République, mais je pense qu'on peut l'utiliser autrement en orientant cette dette vers le développement. Reconsidérer les choses, Henri Nanda, pour le Cameroun, ne pas annuler. Pourquoi pas? De toute façon, non, tout le monde sait que la dette du Cameroun est une dette qui pose problème. Déjà, vous savez qu'il y a la caisse autonome d'amortissement, si mes souvenirs sont bons, qui dit qu'il y a un stock important d'argent non utilisé. Est-ce que ce que le président est en train de faire n'est pas une fuite en avant? Ça veut dire on fait des projets parce qu'on va signer un contrat en Chine pour dire vous avez 1500 milliards de CFA pour construire cette autoroute. Ça ressemble un peu aux 1400 milliards qui devaient venir après la dévaluation pour faire des choses qui sont mal préparées, qui ne seront jamais faites, mais les effets d'annonce. C'est bon pour tromper le citoyen lambda, mais dans le cas d'espèce, je pense honnêtement que ça suffit en avant. L'administration camerounaise n'est pas préparée ni formatée pour conduire le développement d'un pays. Là, on a ça va. Oui, sur la rentrée scolaire, rapidement, décidément, cette rentrée, elle est un rebondissement. Il y a des problèmes sud-ouest, nord-ouest. On parle de l'inscription du paiement des frais exigibles en ligne. Voilà que, à l'extrême nord, on dit qu'on n'est pas sûr que ça puisse commencer lundi. Oui. On fait des inondations. Oui, mais l'absence du livre, j'ai failli oublier. Tout ça, c'est la problématique. Une rentrée particulière, 2018. La problématique camerounaise, c'est tout cela, bien entendu, Serge allait autour. Non, je voudrais dire deux petits mots d'abord avant de prendre des questions sur sur la Chine. Et le Cameroun. Non, oui, sur la Chine et le Cameroun. Il me semble que, bien entendu, mon ami Sémé est allé avec une lecture très très facile de cette dimension-là. Non. Entre les pays, il n'y a que les intérêts qui comptent. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, dans un voyage aussi préparé comme celui qui se passe là, il y a eu des équipes qui sont parties avant. Et donc, la prononciation du président de la République, ça veut dire que c'est des sujets qui ont été traités avant par les experts. Donc, ce n'est pas une improvisation de le faire. Mais, en revanche, ce qu'il faut lire là-dedans, c'est ce que veut faire la Chine. C'est ça qui est très important. Je rappelle en passant qu'à l'heure actuelle, la Chine est le pays qui a la réserve la plus forte du monde. Monsieur Nanda le sait très bien. Elle a énormément de dollars, des milliards de dollars, qu'elle ne sait pas quoi en faire. Donc, pour elle, elle cherche de nouvelles débouchés. Donc, c'est ça très important. Donc, annuler la dette, en fait, c'est de nous prendre dans un système des taux. Parce que quoi? Quand vous annulez votre dette, vous êtes propriétaire des financements des nouveaux projets dans l'orientation et dans le choix des entreprises. Donc on aura encore plus d'entreprises chinoises qui vont encore venir à l'heure actuelle, encore au Cameroun. Ceux qui sont déjà là paient déjà mal les Camerounais. Si on fait le DDD. Voilà. Donc, DDD, oui. voilà. Donc il faut dans le désengagement et non dans l'annulation. Et là, donc il y a une sémantique là. Déjà que les Chinois qui sont là payent mal, vivent mal, n'apportent pratiquement pas
une croissance significative. Vous n'avez qu'à prendre le nom du cinéma Le Rex, pour ceux qui connaissent bien la ville de Douala. Ils ont complètement occupé les trottoirs pour faire le détail. Si c'est pour faire ce genre de coopération, nous n'en voulons pas qu'ils rentrent chez eux. Bien. Une fois que je dis ça, la troisième chose que je voudrais dire, c'est que le Cameroun, à l'heure actuelle, va être certainement dans une situation extrêmement délicate au lendemain des élections présidentielles. C'est parmi les membres du Conseil de sécurité ceux qui apporteront le plus de soutien pour ce qui est du camp présidentiel, d'après leurs prévisions, qui pourront avoir la même mise sur le Cameroun. Laissons donc savoir si d'ici le 7 octobre, l'opposition ne va pas se retrouver. Maintenant, quant à la question, pour ce qui est de la rentrée scolaire, le problème à mon sens, en 2018. Énormément. Il y en a tellement que je ne sais même pas où on va commencer. Par rapport à l'élection 2018, je peux dire ici avec beaucoup que je suis de ceux qui, avec M. Limbiloba et un certain nombre de CEPO du MRC, il faut le citer, nous avons pris à corps le problème de la rentrée scolaire. Nous avons estimé qu'on ne peut pas prendre les enfants en otage, quelle que soit la revendication de la crise. Et je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas que l'UPC, au plus fort de la revendication de l'indépendance du Cameroun, n'a jamais pris les enfants en otage. Donc, qu'on laisse les enfants aller à l'école. Mais non, cette rentrée-là rencontre plein de problèmes. On a changé le livre unique. Et ça, c'était le prédécesseur de la ministre actuelle. C'était M. Ernest Galabibé qui était dans une démarche de vouloir rendre un livre unique sur une périodicité de 3 ans. Dans l'aboutissement de ce projet, maintenant, elle est ambivalente, premier élément. Deuxième élément, le ministre Ernest Galabibé avait projeté que ce qui concerne, bien entendu, les APE devait être uniformisé et à la limite rentrer dans une caisse. Maintenant, j'entends que c'est payé un peu partout. Donc, laissons d'en voir. Et vous avez encore maintenant le troisième problème, c'est que les parents dans le Nord Cameroun estiment qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens pour aller à l'école. Je pense que la proposition qu'on aurait dû faire, si on suppose que la jeunesse est le fer de lance de la nation, serait de constituer un organisme pour permettre en ce que tous les enfants puissent aller à l'école et que progressivement, au long de l'année scolaire, l'on puisse dégraisser cela pour que ça ne pèse pas sur les parents. Ça se fait dans d'autres pays. C'est-à-dire qu'autrement dit, vous permettez à une femme, à l'enfant d'une cultivatrice d'aller à l'école, et au moment où elle recolle, elle vend et vous sectionnez pour pouvoir vous faire rembourser. Il y a des mécanismes comme ça pour mettre en route. Je pense que cette ingéniosité-là doit venir naturellement de l'opposition pour que nous comprendrons bien qu'il faut remplacer l'administration, bien entendu, ce qui est à l'heure actuelle, par des gens suffisamment intelligents. Et pour conclure sur ce sujet-là, je crois que ce qu'il y a lieu de faire, ma foi, c'est qu'il n'est pas temps de pouvoir faire des énoncés, mais de poser des actes. Parce que le Cameroun a besoin d'avoir, bien entendu, la matière première la plus importante qui aujourd'hui permet au niveau international d'avoir les gens bien formés. Abel Limbiloba, sur cette rentrée particulière 2018, rentrée scolaire. J'ai déjà eu à le dire, je suis très outré par la prédisposition du ministre à faire du business avec les questions de rentrée scolaire. Nous avons toujours payé. Vous pensez que c'est du business? Certains pensent que c'est plus facile, ce paiement-là, que d'aller s'allier. Ça coûte. Oui. Et quand ça coûte, ça accroît les coûts et les difficultés. Donc, mon souci est que, en tant déjà que parents d'élèves, nous avons toujours payé les frais afférents à la fréquentation d'un établissement scolaire dans les caisses de l'établissement. Ce n'est pas ça qui a généré les détournements de fonds. Il est arrivé que certains gouvernements pensent qu'il faille payer dans les comptes bancaires. Tout ceci avait l'avantage que ça ne coûtait que l'argent que l'établissement demande. Oui. Je ne vois pas pourquoi le ministre veut que les parents payent les frais de scolarité auprès des opérateurs téléphoniques. Donc c'est ça qui est le problème. C'est déjà un très grand problème. C'est beaucoup de milliards qui vont sortir des poches des parents parce que le montant qui est demandé est payé auprès des opérateurs au moins à 1000 francs. Et si vous avez 10 millions d'élèves au Cameroun qui payent 10 millions fois 1000 francs, ça fait facilement tout à l'heure, je parlais de détails, mais voilà un détail qui est très grave. 10 milliards. Voilà. Donc ça fait 10 milliards qu'on verse, qu'on sort des poches des familles pour verser ça aux opérateurs. J'aurais souhaité que ces 10 milliards restent dans les poches des familles et accroissent la capacité de ces familles-là à acheter des livres et autres. J'ajoute ma voix à celle d'Hilaire pour dire que si
tout le monde observe que les conditions de rentrée scolaire sont devenues extrêmement tendues. On vous demande de payer la scolarité elle-même. Et avant décembre, on vous demande de payer pour tous ceux qui sont en classe d'examen, de payer tout ça. Et on vous demande tous les livres à la rentrée scolaire. Nous sommes passés au livre unique qui n'est pas en place. Parce que s'il était en place, on raisonnerait un tout petit peu différemment. Nous avons là quelque chose qui contrarie. Nous sommes dans une année spéciale. Nous sommes dans un environnement où les tensions sociales sont énormes. Il faut repousser d'une semaine, comme certains ont demandé. Il y a des enseignants qui demandent aujourd'hui que la rentrée scolaire soit différée un tout petit peu. Pourquoi pas après les élections? Pour permettre aux éditeurs d'importer, de mettre les livres à la disposition des populations. Qu'est-ce que c'est que cette rentrée où les livres ne sont pas en place? Il y a évidemment une mauvaise gestion aussi là, parce que le ministre a vu... Il y a un responsable qui a dit qu'on ne commence toujours pas par les livres, hein? On peut enseigner les prérequis. Mais on peut enseigner sans les livres. J'estime que nous avons tous été à l'école et nous savons comment ça se passe. Comment comprendre sans les livres? Ça se passe, il ne faut pas faire un débat sur des élucubrations mal pensées qui sont de nature provocatrice. Donc moi je dirais que le Premier ministre doit faire un arbitrage sur cette question. Donc d'ici lundi, vous pensez que... Retirer le paiement de la pension scolaire aux opérateurs téléphoniques, je ne vois pas, si ce n'est un business qui vise à enrichir ceux qui ont décidé de cette affaire. Parce que ces opérateurs qui vont toucher des commissions de l'ordre de 10 milliards de francs ne vont pas rester sans rien donner à ceux qui leur ont donné cette opportunité. Mais je crois que certains parents ont commencé à payer déjà. Là, c'est un problème. Mais le plus urgent, là, c'est la rentrée. C'est la rentrée de lundi. Surtout que ça fait partie des éléments qui préoccupent pour la rentrée. Oui. Surtout que on aurait dû laisser la liberté à chaque parent de choisir entre aller payer directement à la caisse de l'école et recourir, parce qu'on veut être moins dérangé, à un opérateur téléphonique. Ça ferait, ça permettrait à chaque parent de choisir en fonction de sa bourse, en fonction de ses moyens. Maintenant, la question du livre est un acte manifeste de programmation de la décision du gouvernement. Pourquoi avez-vous lancé une rentrée scolaire avec un livre qui n'est pas disponible? Mais moi je pense que l'opportunité que nous donnent les élections présidentielles de sanctionner de tels actes de gouvernement doit nous préoccuper plus que les détails de ces actes-là. Voilà. On sait déjà que Madame Yonga, c'est Yonga, elle s'appelle Nalova. Madame Nalova a déjà été à l'origine de certaines crises graves. Non, ce n'est pas ça le débat ici. Il est pas. Oui, non, je voudrais ajouter deux petites choses pour dire que... on doit faire le tour. Si, il faut penser à proroger un peu au regard des problèmes qui se posent déjà dans le septentrion, pour ne pas avoir le retard de la zone anglophone qui s'ajoute maintenant au retard de la zone du septentrion. Premier élément. Deuxième élément, je pense que c'est dans le week-end que j'ai assisté personnellement à l'installation du nouveau délégué des enseignements secondaires qui a eu lieu que lieu, et c'est aujourd'hui qu'il a tenu la sectorielle pour donner les orientations. C'est aujourd'hui qu'il a tenu la sectorielle pour donner les orientations. Je pense que dans le week-end, il a attendu certainement la nomination des proviseurs pour qu'ils prennent fonction lundi. Cela me pose un problème, personnellement. Maintenant, au-delà même de la qualité des hommes qu'on peut nommer, qui sont des hommes parfois de valeur, il faut dire la famille éducative, il faut les respecter parce qu'ils font quand même un travail remarquable. Mais, monsieur Serjano-Outou, il faut qu'on revoie ce calendrier de cette année, spécialement, parce que si nous avons la CAN, nous sommes complètement au mois de juin, en pleine CAN, quand les enfants, pour la plupart, sont en train de composer. Il y en a également un autre problème. On ne peut pas repousser. Oui, non, il faut l'habituer à ça. Cette année va être une année spéciale. Elle va être une année spéciale dans toutes ses formes. Forcément, on doit commencer lundi alors. Si on commence lundi et qu'il faudra la rattraper quelque part, il faudra bien qu'on y pense. Si on ne commence pas lundi, il faudra bien qu'on la rattrape. Je veux dire qu'au mois de juin, pour ceux qui pensent que nous devons avoir la CAN, même si comme ça devient hypothétique, il faut à tout prix que nous revoyons le programme de l'année scolaire. On va rapidement faire le tour. Hilaire Zipan, je reste avec vous. Jean-Jacques Kindi et Pierre Pouémo ont décidé depuis quelques semaines de travailler pour une coalition d'opposition face aux candidats sortants, pour le dire. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? D'abord, deux petites choses pour rappeler aux qui vont entendre qu'il n'était pas du devoir du président du coordinateur généralement progressiste d'être encore candidat parce qu'il estimait que le désordre
de l'année 2004, le désordre de l'année 2011 pour les élections présidentielles a eu des résultats contre-productifs pour ce qui est de la famille de l'opposition. Donc il n'a pas voulu ajouter à la confusion le désordre. Donc nous nous serons gré. Le deuxième élément, c'est que j'ai amené par devant moi le programme sur lequel le président Ekindi a superbement pensé. Pour ceux qui le connaissent, Ekindi, la qualité de la formation de l'homme, le rôle qu'il a joué à l'Assemblée nationale, la capacité à maîtriser les finances publiques, il n'en demeure pas moins qu'il serait été un garçon extrêmement intelligent dans cette campagne. Il s'est donc proposé que, pour que nous puissions avoir une adéquation entre l'opinion qui recherche veillamment un changement, trouver la force motrice de ce changement-là par une dynamique unitaire, à la limite par une dynamique consensuelle. C'est ce qui l'a animé. Et donc, à ce titre, donc, il s'est donc dit, je ne suis pas candidat. Je remplissais les critères pour l'être, je ne suis pas candidat. Le président Pierre Ponou remplissait les conditions pour l'être. Il a dit, je ne suis pas candidat. Nous nous proposons d'être les facilitateurs pour accompagner ceux qui veulent y aller. Et à partir donc du programme que lui il a pensé, qui pouvait inspirer les autres, parce qu'il n'est pas bon d'aller dans ce genre de travail sans un programme, que les gens pensent qu'ils peuvent amener leur programme et on fusionne. Je prends d'autres petits éléments. Nous savons compte que la recherche de candidat consensuel commence à devenir très important. Je prends 2 candidats de révolte sont passés sur votre plateau. Le candidat de M. Nanda, qui s'appelle M. Joshua aussi, et le président et le candidat, bien entendu, professeur Kamto. Il y a 2 éléments sur lesquels ils étaient fondamentalement qui se rejoignaient. Un, le diagnostic de la situation, elle est complètement désastreuse, ils se rejoignaient. Le fait qu'il faut relancer complètement la fonction publique en les mettant de côté et en augmentant les salaires, ils se reconnaissaient. Le fait qu'il faut donner les moyens, prenez les écoutes, vous allez voir, le fait qu'ils sont d'accord que ça relance par des gros investissements, ils se rejoignaient. Il n'y a pas de raison qu'ils nous présentent 2 programmes différents. Parce que le premier tour, on choisit et le deuxième tour, on élimine. Il est bon donc que les 8 se retrouvent pour faire donc le choix en l'interne au premier tour dans un conclave et proposer seulement aux Camerounais l'élimination au deuxième tour. Et là, nous avons la victoire face au candidat Paul Biya. Oui, tu n'as pas répondu à ma question. Mais je l'ai répondu. Non, où est-ce qu'on en est? Bien, aujourd'hui, vous voulez que vous donne des démarches internes. Oui. La première interne, c'est que nous continuons les négociations à l'interne. Voilà. Bien, ça c'est la première. Ça continue. Oui. Il y a, pour que les gens comprennent très bien, on avait un deadline pour éviter le bon à tirer pour ce qui est des candidats. Oui. Cette période est passée. Voilà. Maintenant, quand on parcourt la loi électorale en elle-même, il n'y a aucune disposition qui interdit un candidat de se retirer. Ce d'autant plus que le président Ekindi s'est retiré en 2004 pour soutenir Ni John Fundi aux élections présidentielles de 2004. Donc nous ne prêchons pas l'exemple, nous ne prêchons pas par la parole. Sur le banc à tirer, je vais interroger Abel Libilbe. Il est en Nanda Fotsi. Votre champion, Joshua Nabangui aussi, se trouve en Occident. Hein, et demain, il rencontre la diaspora. Henri Nanda, c'est pas Hilaire. Voilà, Henri Nanda, voilà, se trouve en France. Il rencontre demain, 1er septembre, la diaspora. Oui. Il va rencontrer la diaspora. Mais je voudrais, avant de répondre, ou bien de faire des indications sur ce que je viens de dire, M. Zipan, apporter quelques précisions qui sont utiles aux Camerounais pour comprendre. Je fais partie des rares personnes qui ont été témoins directs et acteurs des événements de 92. Les élections présidentielles de 92. Et vous étiez à l'UFDC avec Victoria Ameni-Bielo. Voilà. Et donc j'étais donc là-dedans. Donc vous voyez après l'UFDC, j'étais dans la cellule stratégique du candidat John Fundi. Exact. Et j'avais la responsabilité au sein de ce cabinet, de cette cellule. Dans cette cellule-là, chargé du pôle économique. Pas seulement. Pour être précis. Pas seulement. Donc, dans cette cellule-là, nous avons discuté, nous avons préparé l'élection présidentielle du 11 octobre 92. Et lors de cette préparation, il y a eu des questions importantes qui sont venues sur la table. Parce qu'en fait, ceux qui, parfois, on perd, comme disait Laurent Barbeau, il disait, pour gagner en 2000, il a fallu que je sois candidat, peut-être 10 ou 12 ans après, 12 ans avant. La vie politique pour un parti, c'est on apprend au fur et à mesure. Et d'ailleurs, le même moment, on apprend ses échecs. Je sais en passant. Donc, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé en 92? Parce qu'il y a un candidat qui est venu sur votre plateau dire que le SDF a vendu sa victoire de 92 au RDPC. Je rappelle ce qui se passe. Il y a des témoins vivants. Dans la cellule de stratégie en 92, il y avait 4 personnes. Il y avait le ministre Sengatkou, paix à son âme. Il y avait M. Fobichida, qui est encore vivant, qui est député de SDF aujourd'hui. Le professeur Yves Paka,
qui est encore vivant, qui est là, qui peut encore compliquer, qui peut confirmer ce que je dis. Exact. Donc ces 4-là, et moi j'étais 4e, ces 4-là se réunissent le mardi 13 octobre au matin. Et moi j'étais chargé de la comptabilisation des votes. Et le ministre Sénaco me demande, on en est à combien, M. Nanda? Je lui dis, nous en sommes à 40,4%. 40,4%. Il me dit, non, on a gagné. Je dis oui. Il dit, bon, moi, je vais vérifier auprès de mes relations à quel niveau on en est exactement d'après le propre calcul. Il revient en salle et nous dit, nous sommes à 43%. Nous sommes à 43%. Et il dit, mais il y a un problème. On lui demande quel problème. Il dit, il se trouve que des membres de la direction de campagne du Social Democratic Forum ont introduit auprès de la Cour suprême un recours en annulation de l'élection. Exactement. Et donc, le problème se pose. Il nous demande qu'est-ce qu'on fait. Donc, nous débattons entre nous pour savoir si on maintient ou on retire. Je vous signale que M. Foundi n'est pas là. Donc, nous discutons et nous tombons d'accord sur le fait que nous ne pouvons pas être en train de gagner. Et puis, maintenant, pour dire annuler les sites réseaux que nous sommes en train de gagner. C'est illogique. Donc, on dit en ce moment, unanimement, on dit il faut qu'on retire cette plainte. Donc, la décision de retirer de ce recours d'annulation a été prise au sein de ce comité. Parmi les membres de ce comité, je dis bien j'étais présent, ce qui veut dire que j'assume cette partie-là. Nous ne pouvons pas, l'argument qui avait prospéré, c'était nous ne pouvons pas demander qu'on annule une élection que nous avons gagnée, c'est irresponsable. Donc, maintenant, il y en a qui... Le chef de la cellule juridique s'appelait Jotis Nowakai, ancien conseiller à la Cour suprême. Donc, je veux dire qu'en fait, j'ai juste surpris de la polémique qui vient, où des gens viennent dire, on avait gagné l'élection, nous avons introduit on avait perdu l'élection, nous avons introduit un recours pour annuler l'élection gagnée par M. Biya, d'après laquelle c'est son nom. Et puis bon, voilà. Et puis les SDF ont retiré. Ça veut dire que les SDF en fait donné un chèque en blanc à M. Biya. Ça veut dire que c'est un procès faux. D'abord parce que les personnes qui parlent n'ont pas qualité. Mais aujourd'hui, comme on est en campagne électorale ou bien en pré-campagne, il y en a qui étaient encore sous Bibéro en 92, hein, il faut le dire, qui pensent aujourd'hui qu'en fait... Ah ouais, attends, tu étais là, mais je sais. Et qui pensent aujourd'hui qu'ils doivent donner des leçons aux gens. Et je termine en disant qu'en 92, puisque vous dites que vous étiez là, c'est bien, il n'y a pas eu de candidat unique de l'opposition en 92. Exact. Okay. Mais il y avait un candidat de l'Union pour le changement. Il y avait un candidat de l'ARC-CNS, pas de l'Union pour le changement. L'ARC-CNS a évolué en Union pour le changement par l'intégration de M. Gaga Amanadi, qui avait dirigé le gouvernement. Et le directeur de campagne s'appelait Victoria Menibelo, dans lequel vous venez dans ce parti. Donc, en 92, il n'y a pas eu de candidature unique. Oui. Il y a eu une candidature qui a émergé parce que la population a fait son choix et a imposé ce choix-là. Parce qu'en réalité, la question du programme dont vous parlez, c'est une question importante. Oui. Parce que les gens pensent que les Camerounais ne sont pas intelligents. Je suis désolé, ils sont intelligents. Ils vont choisir la personne qui répond aux aspirations qu'ils portent en ce moment par rapport à l'avenir du pays. Et ils feront ce choix et vous verrez qu'ils vont faire le bon choix. Ok, merci. Elecam a commandé 90 millions de bulletins de vote et enveloppes. Et ce sera livré le 5 septembre pour les 9. Ça veut dire que le 7 octobre, on aura les 7 bulletins. Dans les bureaux de vote. Les 8. Oui. Les 9. On aura les 9 bulletins et à notre grand désarroi. Parce que quand les gens sont entêtés dans le mal, ils trouvent toutes sortes de subterfuges, y compris renoncer aux événements de l'histoire que tout le monde connaît. La période de 92 est la période la plus heureuse de l'opposition. Elle a été parce que les acteurs politiques de l'opposition s'étaient surpassés et avaient choisi de se mettre autour de M. John Foundi. On ne parlait pas d'ego en 92. Parce qu'il n'y avait pas de raison. Mais les choses ne sont pas les mêmes en 2018. C'est un drame. Voilà. C'est un drame. 92 n'est pas 2018. La sagesse résiste au temps. Oui. Donc, si en 92, une coalition autour de M. Foundi a permis d'avoir soit 39%, soit 40%, soit 37%, l'histoire nous apprend que après 92, où les gens ont commencé à aller aux élections en désordre,
aucun candidat n'a plus atteint 30%. Et aux élections suivantes, en 2004, aucun candidat n'a atteint 22%. Et aux élections de 2011, aucun candidat de l'opposition n'a dépassé 10%. Les faits sont têtus. La nécessité de nous mettre ensemble échappe à toutes ces spéculations que je viens d'entendre. Le peuple va choisir le bon candidat patati. C'est ce peuple que vous ne représentez pas. Et que nous, on représente. Ce monsieur qui est assis ici représente une collectivité d'environ 700 000 âmes. Connaissez-vous, hein? Ce que je suis, c'est un représentant d'une collectivité qui réellement a plus de 700 000 âmes. Nous sommes au contact des populations. Nous sommes des élus locaux. Nous sommes de l'opposition. Nous souffrons quand nous échouons. Nous savons comment notre peuple souffre quand nous échouons. Au moment où chaque fois que nous échouons, les candidats gagnent de l'argent. Il faut que les gens le sachent. Ceux qui viennent ici s'entêter à nous montrer qu'ils ne veulent pas avoir d'unité d'action, qu'ils sachent que nous avons déjà échoué 15 fois. Et 15 fois que nous avons échoué aux élections, eux qui organisent ces échecs gagnent de l'argent. Nous ne voulons pas échouer pour la 16e fois. Mais si nos frères de lutte d'hier jouent à ce jeu périlleux, à ne pas écouter la voix de notre peuple, je vais commencer à demander à notre peuple de se préparer, à sanctionner chacun de ceux qui s'entêtent, à nous montrer que nous, dans l'opposition camerounaise, nous ne pouvons pas travailler ensemble. Ok, merci Abel. Votre mot, quelques secondes. L'opposition ne peut pas échouer pour la 6e fois, mais je crois que c'est assez mal parti. À quelques jours du démarrage de la campagne, on mal parti. Oui, très mal parti. C'est très mal parti. Nous avons passé je disais que c'est mal parti pour une candidature unique et une coalition consensuelle, parce que les indicateurs, bien évidemment, montrent qu'il y a encore des égos particuliers dans les partis politiques, mais également dans le camp d'en face, on fait tout pour détruire l'opposition. Et je crois que le 7 octobre, on aura, au lieu de 2 bulletins qui représenteront le candidat sortant et un leader de l'opposition, on aura plutôt 8 bulletins. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Merci, monsieur Nanda. Merci. Voilà, merci. Voilà, merci. La candidature consensuelle est possible. Merci, merci, nous sommes alimentaires. Merci, cher monsieur. Merci, cher monsieur. Merci, cher monsieur. Merci. Voilà, rediffusion. Equinox Soir, rediffusion 23h GMT. Il sera minuit à Niala. Bonsoir.